Un thème qui est assez intéressant, là, tout ce qui est valorisation de données, chaîne d'approvisionnement, mais on croyait pertinent de partager un peu notre expérience, ce qu'on a vu avec nos clients, puis c'est quoi vraiment les bonnes pratiques pour des bases de données, créer des bases de données qui permettent de prendre des décisions efficaces là, pour tout ce qui est chaîne d'approvisionnement. Donc, rapidement, au niveau de mon background, je suis le président cofondateur de l'entreprise Axia. On a lancé ça avec Nicolas et deux autres cofondateurs il y a maintenant presque 4 ans. Moi, j'ai un background en anthropologie. J'étudiais les communautés puis la collaboration de différents groupes, mais j'ai aussi été à l'ETS avant de commencer à travailler dans le domaine manufacturier, principalement chez Bombardier et Airbus. À ce moment-là, je faisais de la gestion de la qualité des fournisseurs, donc j'ai eu des belles expériences en approvisionnement. J'ai vu comment l'information était collectée et structurée, puis c'est un peu de là qu'est venue l'idée de lancer la plateforme d'Axia. Donc, rapidement, en quelques mots, ce qu'on fait chez Axia, c'est vraiment un logiciel pour les processus d'approvisionnement. On vient numériser, optimiser, automatiser toutes les tâches qui ont peu de valeur ajoutée pour permettre aux équipes de se concentrer sur les tâches stratégiques. Puis ils peuvent faire ça en utilisant les différents outils à leur disposition, mais ça leur donne aussi accès à une grande visibilité sur les différentes opérations, la traçabilité, puis on vient structurer les bases de données. Donc, on a vraiment bâti cette expertise-là, mais aujourd'hui, on vient pas vous parler d'Axia, mais surtout de ce qu'on a observé dans le marché, quels sont les enjeux identifiés, mais aussi les solutions et les recommandations qu'on a à ce niveau-là. Donc, les observations combinées des utilisateurs d'Axia, d'entreprises avec lesquelles on a travaillé, mais aussi des fondateurs dans notre passé, c'est que quand on parle de gestion de données, là, souvent, dans les grandes entreprises, il va y avoir de la donnée qui est non numérisée, que ce soit des notes sur des dessins de fabrication, des PO qui sont imprimés, ou tout ça. Fait que cette donnée-là, souvent, n'est pas numérisée, donc elle ne peut pas être utilisée par différents systèmes. Ensuite, il y a énormément de saisies manuelles. Donc, on va prendre l'information qui était papier ou des observations qu'on fait, puis on doit les réintégrer dans des systèmes comme le ERP dont on parlait un petit peu au début de la présentation, mais des fichiers Excel ou même dans des courriels. Finalement, cette information-là est dispersée dans plein de systèmes. Je viens de parler du courriel, mais il y a aussi des appels téléphoniques, des fichiers Excel, des papiers imprimés. Donc, cette information-là est à différents endroits et souvent, on ne va pas garder l'historique de données. Fait que ça, c'est vraiment le constat qu'on a chez la plupart de nos clients. Et si on regarde au niveau des objectifs par rapport à ça, c'est de venir atteindre une maturité numérique qui est supérieure. Puis quand on parle de maturité numérique, en fait, la première partie, c'est l'intensité. Donc, c'est être capable de numériser les processus d'affaires puis de collecter cette information-là. Mais il y a tout un volet aussi qui est au niveau de la culture numérique. Donc, comment on va intégrer ça dans les stratégies des organisations? C'est quoi la vision à court, mais aussi à long terme? Ça doit être mis en place par les dirigeants qui viennent soutenir ça. Ça peut se faire au travers de formations, de déploiement de technologies, mais aussi d'avoir un environnement qui favorise de faire de l'innovation et de prendre des risques. Si on regarde maintenant au niveau de cette maturité-là, comment ça se déploie au Canada, on parle de 42% des entreprises qui n'ont pas encore commencé leur amorçage vers la transformation numérique. Donc, c'est quelque chose qui est très au cœur des discussions en ce moment. Et si on regarde de l'autre côté, l'autre statistique intéressante, c'est qu'il y en a seulement 39% qui ont commencé. Le Québec est en avance avec 45%, mais ça reste qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Donc, ça, c'est le contexte. Maintenant, si on regarde au niveau du problème qui découle de ça, c'est qu'on entend des organisations qui ont des objectifs super ambitieux. On veut déployer la technologie pour prédire des coûts, automatiser des tâches très complexes. On a beaucoup de beaux projets d'intelligence artificielle qui pourraient avoir des impacts très impressionnants sur les organisations. Par contre, si on prend un pas de recul, la base de ces outils d'intelligence artificielle-là et d'optimisation-là, c'est les données qui sont disponibles. Donc, comme on le mentionnait dans le constat initial, il y a beaucoup de systèmes d'où proviennent ces données-là. Puis aussi, elle est peu organisée. Des fois, elle n'est même pas standard. Un utilisateur va saisir la donnée d'une certaine façon, un autre dans un autre processus. Donc, les impacts vraiment là, au niveau de la gestion, c'est qu'on n'a pas la visibilité nécessaire, pas la traçabilité. Quand on vient pour prendre des décisions, c'est souvent basé sur de l'intuition, de l'expérience personnelle. Puis les impacts pour le bottom line des compagnies, c'est vraiment au niveau des coûts puis des délais.
Donc, ça génère un portrait global de la problématique qu'on identifie. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou à lever votre main s'il y a des points qui sont pertinents pour vous ou qu'il y a des points que vous voulez que j'éclaircisse. Si on prend ce constat de base-là, puis qu'on regarde l'écart entre ce qu'on souhaite faire, les beaux projets d'intelligence artificielle où on peut prédire les coûts puis éviter des problèmes, et l'état actuel, c'est qu'on prend de la donnée qui est soit non saisie ou pas utilisée. Puis après ça, il manque toute la phase au centre où non seulement on prend la donnée, on va la trier, l'ordonner, puis la présenter dans un format qui est utilisable pour être capable de faire ces modèles-là d'intelligence artificielle puis avoir l'impact désiré. Donc, il y a vraiment un écart entre les objectifs et la situation actuelle. Si on regarde maintenant au niveau juste de niveau stratégique, quand on est dans le premier segment de collecte d'informations, juste être capable de décrire qu'est-ce qui se passe, ça peut créer de la valeur. Ici, c'est un axe là, avec la complexité de la saisie d'informations sur l'axe en bas, en X, et l'axe en Y, c'est vraiment la valeur créée et capturée. Ensuite, juste être capable d'analyser ces données-là. Souvent, on va demander à des équipes analyse de données, des équipes de stagiaires aussi dans les grandes organisations pour être capable de comprendre ce qui se passe. Ça, c'est vraiment les premiers niveaux. C'est dans le deuxième segment où on est capable d'aller chercher, les grands bénéfices où là, on peut prédire des comportements, prédire des enjeux. Et le segment suivant, c'est vraiment de prescrire, donc d'intervenir avec une action corrective avant d'avoir l'impact qui est négatif. Donc, si on résume un petit peu au niveau du constat, c'est que les outils sont inefficaces. Les bases de données qu'on bâtit proviennent de ces outils-là, donc elles sont peu fiables. On a de la difficulté à s'en servir pour les analyses subséquentes. Puisqu'on ne peut pas faire d'analyse, on doit prendre des décisions à l'aveugle basées sur les expériences personnelles de l'intuition. Et ces décisions-là sont souvent sous-optimales ou on est surpris par des problèmes qui peuvent arriver par la suite. Donc, il y a des impacts économiques et au niveau des temps. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec des bons processus de collecte de données et de valorisation de données, on peut adresser ces problèmes-là et c'est moins compliqué que ce qu'on pense. Donc, vraiment, ce qui est important là, quand on regarde au niveau d'une compagnie ou même d'une équipe, il faut être capable de regarder c'est quoi les enjeux auxquels on veut s'attaquer avec ces stratégies-là d'intelligence artificielle ou de collecte de données. Donc, on a plein de problèmes ou d'opportunités qu'on peut regarder. Donc, on doit en premier lieu les évaluer et les prioriser. Ensuite, on va être capable d'optimiser qu'est-ce qu'il y a en place et il va y avoir un cycle d'itération qui va être nécessaire pour être capable d'atteindre les résultats qu'on veut ou, encore une fois, faire une nouvelle itération pour apporter les changements nécessaires. Donc, en 3 étapes, là, si on regarde vraiment de façon un petit peu plus pratique comment ça fonctionne, la première, c'est d'identifier le problème et de le sélectionner. Pour identifier les problèmes, on peut prendre des grands objectifs stratégiques ou même des problèmes ponctuels qu'on a au niveau d'une équipe ou d'une organisation et les mesurer dans différents impacts. Impact financier, ressources humaines, les échéanciers. Il y en a plusieurs, puis c'est vraiment les compagnies qui connaissent c'est quoi la priorisation. Donc, parlant de priorisation, il faut être capable de déterminer lesquels doivent être réglés immédiatement, lesquels on doit planifier ou même mettre dans un backlog, comme on dit en anglais, pour s'assurer qu'on met notre énergie à la bonne place. Une fois qu'on a priorisé le problème, il faut approfondir la compréhension du problème. Donc, l'approche de Lean Manufacturing avec les 5 pourquoi, les 5 whys, on va se poser des questions pour vraiment comprendre quelle est la cause racine du problème, d'où émerge l'impact qu'on souhaite éviter. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer à rentrer dans la résolution de problème. Donc, une fois qu'on a compris le problème, on va regarder c'est quoi les points de données qui justifient ce problème-là. Donc, il faut commencer par collecter cette information-là, que ce soit évolution des prix, réponse des fournisseurs, qualité des pièces. Il y a une série de points de données qui doivent être collectés, mais surtout structurés. Donc, on doit avoir un format qui est standard pour l'ensemble de ces points-là. On doit être capable justement de les comparer dans des formats qui sont comparables. Et une fois qu'on a structuré ça, c'est là où on peut commencer à exploiter cette donnée-là. Donc, on rentre dans un processus à partir d'ici qui devient itératif. On a un bel exemple par la suite dans lequel on va pouvoir rentrer. Mais l'idée, c'est qu'une fois qu'on identifie le problème et qu'on collecte la donnée, on peut commencer à apporter des analyses puis dire est-ce qu'on est en haut ou en dessous de l'objectif? Si on est en dessous, pourquoi? Une fois qu'on a compris pourquoi, on peut apporter des solutions
et regarder quel est l'impact de cette solution. C'est vraiment ici qu'on voit le cycle itératif. Donc, on va bâtir des petits produits, des petits outils d'analyse de données pour après ça créer des modèles un petit peu plus avancés avec des versions améliorées. Et dans les phases subséquentes, on peut avoir de l'autonomie des systèmes d'intelligence artificielle, quoi que ce soit. Mais vraiment, la première phase, c'est de mesurer, regarder si on a l'impact désiré et d'apporter des mesures correctives. Donc, vraiment, là, si on résume qu'est-ce qui est nécessaire pour réussir une implémentation, ben, la première, c'est d'identifier un problème. Ça semble simple, mais on a quand même on a eu beaucoup de contextes, on travaille avec des entreprises où on comprend l'objectif, mais on oublie c'est quoi le problème qu'on souhaite régler. Ensuite, une fois qu'on a compris le problème qu'on souhaite régler, c'est vraiment de mettre en place la structure d'analyse de données et de collecte de données. Et finalement, on part dans les cycles d'itération. Il ne faut pas oublier de prendre des petites bouchées, bâtir un modèle prédictif très complexe, ça ne se fait pas en quelques jours, alors que bâtir un KPI de suivi, ça peut se faire très rapidement. Donc, on va rentrer dans une étude de cas qu'on a fait avec un de nos clients. C'est une belle entreprise manufacturière qui gère des centaines de milliers de pièces à chaque année. Puis eux, ils ont des processus qui sont en place. Donc, on va regarder dans les applications comment, dans ce contexte, on était capable de faire une réduction des coûts, réduction du risque, mais aussi identifier des nouvelles opportunités. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des équipes d'approvisionnement qui ont beaucoup d'expérience. Puis quand on leur donne les bons outils, bien, ils sont capables d'arriver à des solutions très, très efficaces. Le problème qu'on avait chez ce partenaire-là, c'est qu'on avait des pièces à envoyer en sous-traitance. Et une des politiques internes, c'est d'aller chercher 3 soumissions au minimum. La raison est simple, c'est que ça permet d'aller chercher des meilleures conditions, donc prix, délai, mais aussi d'éviter d'avoir à faire des compromis. On peut être capable soit de négocier avec les partenaires, d'avoir des options. Puis, dans les contextes qu'on a vus dans les derniers mois ou dans la dernière année, on a besoin de faire preuve d'agilité, vraiment lead time, proximité du fournisseur. Donc, pour cette entreprise-là, c'était nécessaire d'avoir les 3 soumissions. Ce qu'on a observé, puis avec ce partenaire-là, il y avait une structure de collecte de données qui a été mise en place, c'est que l'objectif interne de 3 soumissions, on était en voie d'aller en dessous de cet objectif-là. On voit à droite là, le graphique qui était généré très simple. Hein, c'est une collecte, c'est une visualisation du nombre de soumissions moyennes par appel d'offres. On est passé de 4 à 3.3, 3.1. Puis avant le mois de février, on voyait que la tendance allait en dessous de l'objectif. Donc, on était capable d'entamer des discussions avant le mois de février où lorsque le problème s'est manifesté, on était légèrement en dessous de l'objectif, on avait déjà des pistes de solutions qui avaient été identifiées. Donc, vraiment, ça, c'était possible grâce aux outils de suivi qui étaient en place. Le risque et l'objectif étaient déjà identifiés. Donc, quand on était capable de déterminer si on tombe en dessous de 3, quelles sont les options à la disposition de l'utilisateur, ben, on était capable de les mettre en place. Dans ce contexte-là, on avait identifié des fournisseurs dont l'engagement était plus faible que précédemment. Et pour un type de pièce particulière, on a été ajouté un fournisseur. Puis on voit l'évolution du nombre de soumissions moyens. Après le mois de février, on est remonté en haut de l'objectif de 3 soumissions. On est passé à 3.7, puis ça s'est stabilisé par la suite. C'est un exemple assez concret où, sans utiliser de l'intelligence artificielle ou un modèle très sophistiqué, on avait un objectif, une donnée propre, facile à comparer qui était collectée, et on a été capable de prendre une action corrective pour s'assurer qu'on retombe sur l'objectif. Donc, pour être capable de faire ce genre de travail-là, ben, il faut vraiment identifier c'est quoi les indicateurs de performance clés, les KPI en anglais. Il y en a plein. C'est souvent basé sur des objectifs stratégiques à haut niveau. On peut parler de réduction de coûts. Donc, comment on réduit les coûts? Ben, il y a les coûts internes, les coûts externes, les coûts qui ne sont pas planifiés. Il y a plein de façons de réduire cet impact-là. Ensuite, il y a les performances des fournisseurs. Les entreprises manufacturières ont chacune leur façon de faire les suivis de performance des fournisseurs. Ben, c'est important que ces KPI-là soient standardisés au travers de l'organisation, faciles à suivre. Et ensuite, on voit le même type de KPI pour tout ce qui est opération ou même les équipes. L'idée, c'est que ces indicateurs-là soient standards, faciles à comprendre, mais surtout faciles à évaluer. Donc, si on ramène vraiment de façon très simple sur comment déployer ces premières solutions-là,
Ben, le premier conseil qu'on donne, c'est de prioriser, de commencer petit. Donc, même dans un gros projet de réduction de coûts de 10% sur 5 ans, ou même plus que ça, on est capable de dire, parfait, si on veut atteindre ce grand objectif-là, comment on commence aujourd'hui? C'est quoi nos problèmes les plus criants qui nécessitent d'être priorisés? Et comment, dans ces grands problèmes-là, on est capable de faire rapidement un impact? Commencer petit, c'est une des bonnes solutions. Vous l'avez compris, c'est le thème du webinaire aujourd'hui, mais il faut collecter les données qui sont pertinentes. Non seulement les collecter, mais les collecter de façon standard, le mieux possible de façon automatisée. Mais en première phase, ce n'est pas nécessaire. On est capable juste avec des bons outils standards d'avoir beaucoup de valeur. Ensuite, ben, c'est le fameux processus d'itération, commencer petit, valider si on a l'impact désiré. Puis des fois, on est surpris à quel point on peut rapidement voir l'impact puis passer à un autre problème plutôt que nécessiter de faire plusieurs itérations subséquentes. Mais lorsqu'on souhaite continuer à améliorer les résultats ou même changer la direction qu'on a, ben, on le fait avec des petites itérations, idéalement qui se calculent en jours et en semaines pour avoir plus d'agilité. Ensuite, on recommande de s'entourer des bonnes personnes. Il y a des firmes de consultants, des experts en analyse de données, des entreprises de technologie. Il y a différents partenaires pour mener à bien vos projets de valorisation de données puis de structuration de données. On en connaît beaucoup qu'on pourra vous recommander si c'est un des objectifs chez vous, mais c'est des expertises spécifiques qui nécessitent d'être respectées. Puis pour avoir rapidement un impact désiré, avec les bons partenaires, on peut y arriver. Donc, si on résume vraiment, là, c'est des petits steps avec les bonnes données pour être capable de mener les itérations qui nous mènent aux résultats désirés. Tout ça, ça se fait avec les bonnes personnes, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Et c'est de cette façon-là qu'on est capable de rapidement avoir les impacts. Donc, c'est vraiment le résumé de ce qu'on voulait vous présenter. En conclusion, comme on l'expliquait, le contexte actuel fait en sorte que c'est difficile d'utiliser cette donnée-là. Le fait de mal utiliser cette donnée-là a des impacts économiques considérables, même au niveau du risque et des capacités à opérer. Donc, en structurant des bases de données simples et standardisées, on est capable rapidement d'avoir la visibilité, de la traçabilité. On se sert de cette information-là pour venir prendre des décisions qui sont objectives et qui sont optimales, qu'on peut comparer et améliorer. Et si on avait une chose à retenir, ben, en fait, c'est vraiment, comme on le dit depuis le début, là, commencer de façon petite et itérée. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. On voulait garder ça simple et direct. On veut rester pour prendre vos questions et discuter avec vous s'il y en a qui ont des exemples concrets à partager ou même des questions plus spécifiques. Est-ce qu'il y a des questions, possiblement, Patrick, Nicolas, Caroline, Maxime? Super. Puis, peut-être, là, je ne sais pas si vous, de votre côté, je vois Annie Chevalier de Stageline. Est-ce que de votre côté, vous avez des projets en cours, par exemple, des projets un peu plus innovants, vraiment axés sur l'amélioration des processus avec, par exemple, l'intelligence artificielle ou autre? Je lance la question un peu en l'air, là, tout le monde peut y répondre. Moi, je vais d'abord vous dire bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Bonjour, Annie. Bonjour les gars, bonjour Nicolas, tout le monde. Merci beaucoup pour votre présentation. C'est super, en fait, c'est toujours super intéressant de vous entendre et de partager avec vous. Nous, chez Stageline, actuellement, on est encore en pleine implantation d'un nouveau système ERP. Nicolas, on se parle une fois de temps en temps. J'ai l'impression que ça fait 2 ans que je te dis ça, mais ça fait vraiment 2 ans qu'on est en train de changer de système informatique. D'un point de vue production, on va voir, nous, on voit le Go Live arriver au mois d'août 2023. C'est un gros chantier. Puis, on ne parle pas encore d'intelligence artificielle, on parle vraiment de structuration de données, d'essayer d'avoir les bons processus, que tous nos processus internes, en fait, qui sont très bons parce qu'on réalise qu'on maintient le cap d'une production galopante avec des outils vraiment rudimentaires. Donc, c'est rempli de belles promesses, mais l'objectif est vraiment juste de structurer ce qu'on fait maintenant.
des prochains projets seront des projets là, d'amélioration, d'accélération, de connectivité, d'industrialisation, parce que parallèlement, on implante aussi des machines plus actuelles sur notre production. Donc, mais l'idée de base reste vraiment de collecter nos données de la bonne façon, de les structurer et de les organiser. OK. Exact. Puis je pense que c'est l'étape plus de collecte de données, un peu que Félix parlait, collecter la donnée, la structurer, puis par la suite, une fois que ces bases de données-là sont bâties, c'est plus facile de faire des projets, d'observer des KPI, puis essayer d'améliorer justement certaines facettes de la compagnie. Puis effectivement, il y a Patrick chez Julien aussi qui sont en intégration de ERP. Je sais que Maxime Olivier aussi qui est sur l'appel de Sanexen sont en intégration aussi de ERP. Oui, en effet, nous autres aussi, on est en plein là-dedans. Le Go Live, probablement fin mars, si tout va bien. Là, ça fait 2 ans, nous aussi, qu'on est là-dedans. Là. Je suis content de voir, Maxime, depuis qu'on s'est parlé, tu n'as pas comme dit, parce que la dernière fois, c'était fin mars aussi, puis là, c'est plus rendu comme fin avril, fin mai. Non, ça n'a pas changé. On garde le cap, ça va bien, ça va vraiment bien. Fait que d'après moi, on va y arriver. Pour la date, on tombe d'informations de nos utilisateurs là, dans les prochaines semaines. OK. Vas-y, Félix. En fait, ce qui est intéressant dans ce qu'Annie et Maxime vous avez dit, dans les deux cas, on a des objectifs, puis on fait le suivi des objectifs, puis c'est vraiment la base. T'sais. On a entendu des entreprises qui veulent déployer un ERP pour faire du 4.0, mais ce n'est pas pour un objectif de productivité ou de réduction de risque. Donc, quand on part de l'objectif, qu'on identifie le problème ou l'opportunité, puis qu'on structure autour de ça, ben, c'est là qu'on est capable de voir des impacts comme vous le désirez. Exact. Puis j'allais poser, un peu tout le monde est dans des rôles d'approvisionnement en ce moment. Avez-vous identifié des fois des opportunités de votre côté ou des projets sur lesquels vous allez décider de focusser, par exemple, une fois que l'intégration du ERP va être terminée, qui est spécifiquement relié à l'approvisionnement, juste par curiosité? Il y en a plusieurs. En fait, des volontés, il y en a beaucoup. Des objectifs ou des projets qui ont été nommés, on garde ça un petit peu en réserve. Chez nous, il y a toute une question là, de traçabilité des matériaux. OK. C'est loin d'être nécessairement la priorité numéro 1, mais à un peu plus long terme, c'est l'objectif à atteindre, d'être capable d'avoir une meilleure traçabilité tout en gardant vraiment les opérations modérées, si on veut, sur essayer d'avoir un 80-20 entre la qualité de la traçabilité qu'on va avoir versus l'effort ou l'impact que ça a dans le quotidien des opérations. Exact. Je vais vraiment structurer un peu comment vous premièrement, collecter la donnée sur la matière première, les matériaux, puis après ça, être capable de justement faire des projets pour améliorer la traçabilité. Puis, super. Puis, je dirais que ça faisait le tour. Ça m'avait fait penser à un autre point, mais je l'ai oublié. Ouais. Super. Donc, vraiment, merci beaucoup à tout le monde d'avoir pris le temps aujourd'hui de se rendre disponible. Comme on l'expliquait, on va vous envoyer l'enregistrement si vous voulez le partager à l'interne ou même revisionner certains des éléments. Puis, on va se rendre disponible pour en discuter. Nous, ça donne qu'on est vraiment passionnés par ça. On a des beaux projets qui ont été déployés avec des clients. On a aussi des bonnes idées, des beaux partenaires à présenter. Donc, si ça part d'un besoin puis d'un désir d'innover, on peut vous aider dans votre cheminement. Ça nous fera plaisir. Puis, s'il y a des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas à nous les communiquer par la suite. Sur ce, je souhaite à tout le monde une excellente fin de journée.